Bonjour à toutes et tous et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous propose de prendre place et je vais dès à présent appeler notre modérateur de la première table ronde de l'après-midi, à savoir René Faure, le président de la Fédération française des sociétés d'amis de musées, qui va donc aborder ce sujet des musées et de leur public que nous avons déjà un peu abordé ce matin, une nouvelle relation à construire. René Faure sera accompagné par Bruno Girvaud, directeur du Palais des Beaux-Arts et du musée de l'Hospice Comtesse à Lille, Anne Lamal, directrice du pôle médiation et communication de l'EPCC Narbovia à Narbonne, de Pierre-Emmanuel Le Serre, administrateur général de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, Valéry Giscard d'Estaing, Agnès Parent, directrice des publics au Muséum national d'histoire naturelle et présidente de l'AMSTI, et d'Aymeric Perroy, directeur de la culture, du patrimoine et de la coopération internationale pour le département de l'Isère. Donc, je vous propose 1 heure d'échange comme nous en avions convenu. Je vous rappelle qu'une petite pause était prévue juste derrière. J'emploie peut-être à tort déjà le passé, mais j'ose penser qu'elle pourra permettre de laisser place aux fameuses questions qui ont été malheureusement un peu laissées de côté ce matin. Donc on verra comment on s'arrange de cette pause, mais je pense qu'elle pourra être une variable d'ajustement le cas échéant. Et bien sûr, vous avez toujours le droit d'entrer et de sortir comme vous le souhaitez. Cher René, la parole est à vous. Merci et bonjour à toutes et tous. Alors je ferai une remarque préliminaire, puisque je suis en quelque sorte le public, sur le titre « Une nouvelle relation à construire ». Encore faut-il que les musées ne ferment pas. Et je voudrais dire qu'à la Fédération française, on n'a toujours pas digéré la fermeture du 15 décembre 2020, dont on va fêter les 2 ans. C'est un peu ironique, mais nous craignons que cette fermeture qui a duré puisse être utilisée comme prétexte à de fermeture pour d'autres raisons énergétiques, personnelles, etc. Et donc on sera vigilant à cette question. C'est le début pour construire une nouvelle relation à construire. Alors, je voudrais tout d'abord présenter chacun d'entre vous et puis dire un mot sur vos publics. Et ensuite, on a préparé ensemble 5 questions. Une première question sur les attentes des publics, une deuxième question sur le musée hospitalité au musée, une troisième sur la co-construction des programmes avec les publics, la quatrième sur les croisements et les partenariats, et la cinquième, et pas la moindre, sur les jeunes adultes, les jeunes au musée. Bruno Girvaud, vous êtes conservateur général du patrimoine et directeur du Palais des Beaux-Arts et du musée de l'Hospice Comtesse de Lille depuis 2013, après avoir été tout dernièrement chargé de mission à la Réunion des musées nationaux, puis directeur du développement scientifique et culturel à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Depuis la mise en place de votre programme global autour de l'expérience de visite unique à Lille, pour faire venir et fidéliser le public dans un musée où l'on se sent bien, vous accueillez 50% de primo-visiteurs et 30% de jeunes de moins de 30 ans. Anne Lamal, vous dirigez le pôle médiation et communication de l'établissement public de coopération culturelle Narbovia, créé en 2019, autour d'un musée conçu par l'agence Forster plus Partner et de 2 sites archéologiques. Vous aviez auparavant notamment participé à la préfiguration du Louvre-Lens, puis assuré la direction de son centre de ressources. Depuis l'ouverture de Narbovia, vous développez une large stratégie partenariale pour favoriser l'hospitalité, c'est votre mot, au musée, et vous accueillez beaucoup de primo-visiteurs, liés notamment, mais pas seulement, à l'histoire du territoire de Narbonne. Pierre-Emmanuel Le Serre, vous êtes administrateur général de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valéry Giscard d'Estaing depuis 2021. Après avoir été à l'assistance publique Hôpitaux de Paris à 2 reprises et dernièrement au cabinet de la ministre de la Culture. À l'été 2022, le musée avait retrouvé 90% de la fréquentation du public de 2019,
majoritairement étrangers. Celui-ci est revenu, mais européen et américain, et vous mettez en place une stratégie de reconquête du public français et surtout francilien. Agnès Parent, vous êtes au Muséum national d'histoire naturelle depuis 2004 et directrice des publics depuis 2017. Vous participez à la mise en place des grands axes stratégiques, à la programmation des expositions et des actions culturelles. Vous êtes également présidente de l'AMCSTI, le réseau professionnel de la culture scientifique, technique et industrielle. Vous vous attendez en 2022 à une fréquentation égale ou supérieure à celle de 2019, mais avec plus de primo-visiteurs et plus de catégories différentes, en faisant notamment évoluer la représentation du muséum. Aymeric Perrois, vous mettez en œuvre la politique culturelle du département de l'Isère depuis 2016, à la tête de la direction de la culture, du patrimoine, du devoir de mémoire et de la coopération internationale. Vous gérez un pôle de 11 musées, bientôt 12, qui sont aussi des lieux patrimoniaux. Vous pensez revenir en 2022 à une fréquentation légèrement inférieure de 10 à 15% à celle de 2019, mais qui était une année exceptionnelle. Vous avez toujours à cœur de monter des partenariats, de décloisonner, de révéler les patrimoines et équipements culturels pour une meilleure appropriation des publics. Dans une première question sur les attentes de la population, je dirais en introduction que malgré les nombreuses initiatives déployées depuis 30 ans, l'objectif de diversification et de démocratisation culturelle peine à être atteint. Alors, dans un monde en mutation accélérée, face à une population inquiète, à la recherche de repères, d'ancrage fixe et aussi de reconnexion avec le réel après la crise sanitaire, il semble nécessaire que le musée soit à l'écoute des questions sociétales que les enjeux contemporains posent et que le musée s'engage dans le débat. S'il ne le fait pas, alors qu'il est crédible, ne risque-t-il pas d'être délégitimé ? Qu'en pensez-vous et de quelle manière le musée doit-il ou peut-il s'engager ? Bruno Girvaud, je vous laisse peut-être la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le privilège de parler en premier. C'est intimidant. Merci d'abord de l'invitation. En d'autres termes, votre question, c'est est-ce que les musées doivent s'ouvrir aux problématiques contemporaines ? Selon moi, la réponse est oui. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs sujets qui peuvent être abordés et dont les œuvres peuvent parler. Ici même, il y a eu une exposition, le modèle noir, sur la question de la diversité, exemplaire à cet égard. Donc on voit là comment on peut, avec une forme de neutralité, mais avec un travail scientifique, rigoureux, et en traitant la question sur le long terme, que oui, le musée peut aborder ces questions. Alors je vais être le premier à mettre les pieds dans le plat, parce qu'on en parlait au déjeuner, la question qui est sur toutes les lèvres, qui est le problème qui agite tous les musées aujourd'hui, les activistes écologistes. Évidemment, comme tous mes collègues directeurs, je condamne fermement ce type d'acte. Je pense qu'ils se trompent de cible et puis qu'il y a malheureusement toujours un risque, malgré leurs précautions, pour les œuvres. Néanmoins, je mettrai un bémol, à savoir que je pense qu'on doit s'inquiéter de l'inquiétude de ces activistes. Il y a un véritable problème, ça a été effleuré ce matin, de question de la transition écologique, du réchauffement climatique et de l'avenir qui est réservé à sur laquelle on va revenir. Et nos petits-enfants. Et pourquoi je prends cet axe ? Parce que je ne resterai pas au niveau de la théorie, je trouverai des éléments pratiques pour traiter et aborder ces questions. Sur ce sujet, voilà, le Palais des Beaux-Arts de Lille est engagé depuis plusieurs années, avant même la crise sanitaire, comme le Musée des Confluences, et l'a dit ce matin Hélène Lafont-Couturier. C'est comment on introduit ces problématiques dans les musées, et plutôt que de seulement condamner les activistes, de dire bah oui, les musées, quelle part avons-nous pris à cet effort pour la transition écologique et pour éviter un réchauffement climatique. Donc on l'a fait de plusieurs façons. Il y a les façons, mais donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la question des modes de production dans un musée. Combien d'expositions, à quel coût, comment, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est plutôt la pédagogie à laquelle on peut prendre par
un musée aujourd'hui sur ces sujets, sur ces problématiques écologiques. On l'a fait de plusieurs façons. La première, c'est la pédagogie des expositions. Une exposition qui s'est tenue, qui s'est terminée il y a quelques mois, qui s'appelait La Forêt Magique, voilà, qui était à la fois une exposition militante pour défense et illustration de la forêt, mais dans laquelle on ne disait pas seulement que la forêt était utile, indispensable, mais qu'elle était belle aussi et qu'elle faisait du bien. Donc ces thématiques peuvent être abordées de cette façon. Il ne s'agit évidemment pas demain pour les musées de ne faire que des expositions sur les problématiques écologiques, mais néanmoins de temps en temps, en tout cas pendant, je crains, une dizaine d'années où il va falloir faire passer des messages sur ce sujet. Il y a d'autres façons de le faire et les collections permanentes peuvent aussi être un socle. Pour cela, il suffit de les regarder différemment. C'est ce que nous avons fait dans une version test d'une salle du musée, l'ancienne salle paysage du 19e siècle, qui est devenue une salle paysage 19e siècle, mais aussi éveil ou pré-conscience écologique, avec l'exemple, par exemple, de Théodore Rousseau, qui n'est pas seulement passé au crible de l'histoire de l'art et de l'école de Barbizon, mais aussi sur le fait qu'il va être le premier défenseur, avant même que le mot écologie existe, obtenir la première protection au monde d'une forêt en 1861, avant même les grands parcs nationaux américains. Et c'est le préalable à une grande galerie thématique qui, dans le cadre de la quatrième phase de notre projet scientifique et culturel, trouvera une place, voilà, mais là de façon beaucoup plus ambitieuse, sur la question, pendant 2 ans, qui sera abordée, exposée, de la place ou la représentation du vivant non humain dans les œuvres du musée. Voilà comment, de quelle façon, et je terminerai de cette façon, un musée peut répondre, pas seulement par la sécurisation de ses collections, mais aussi en prouvant qu'il prend sa part dans les grandes questions et les grandes problématiques contemporaines. Et dans un musée des beaux-arts. Évidemment, puisque ces expositions sont plutôt attendues dans un muséum d'histoire naturelle, mais je pense que les œuvres peuvent dire aussi des choses, les œuvres d'art, j'entends, qui peuvent aider à résoudre, tout en restant dans une forme de neutralité, peuvent aider à résoudre quelques problématiques contemporaines. Merci. Anne Lamal, sur ces questions. Oui, vous avez... Sur ces questions, vous êtes dans l'engagement. Alors, sur les questions sociétales. D'abord, merci pour cette invitation. On est vraiment ravis que le musée Narbovia né récemment, juste au moment où les musées pouvaient rouvrir. Donc nous avons pu ouvrir, on en était ravis, et accueillir donc ce pourquoi nous travaillons tous, nos publics. Donc je vais démarrer sur le nom d'une de nos visites guidées qu'on a intitulée « Archi-romain, archi-contemporain », de manière un peu provocatrice peut-être, mais en fait, cette expression est fondée. En fait, le bâtiment que l'agence Faulkner et Partners a conçu induit d'emblée un lien entre nos collections antiques et cette architecture contemporaine qui, par ailleurs, comment dirais-je, incorpore, réécrit une part du modèle de l'architecture de la domus romaine. Donc on a déjà un dialogue qui est inscrit dans le bâtiment, mais ce dialogue va plus loin puisque dès l'ouverture du musée, on a voulu programmer une exposition qui s'appelait Veni Vidi Bati. Donc je vais faire le lien avec ce qu'on vient de dire sur les questions d'environnement, d'éco-construction, de développement durable. Et nous avons accompagné cette exposition notamment avec des ateliers autour de l'éco-construction qui sont des problématiques qui agitent de nombreux publics dans notre région très chaude du Languedoc-Roussillon. Et nous avons travaillé sur la question de la terre et une manière de réinterroger la manière de bâtir à partir de la terre. Et nous étions quand même très heureux que ces ateliers attirent le public, et attirent un public qui ne serait pas venu au musée si nous n'avions pas proposé ce type d'atelier. Et j'insiste sur cet élément, puisque dans les conversations que nous allons avoir, notre problématique de trouver de nouvelles clés d'entrée au musée pour de nouveaux publics va être un fil rouge, à mon avis. Donc archi-contemporain, archi-romain, ça fonctionnait sur cette question du bâti, mais ça fonctionne plus largement sur la question d'un autre atelier que nous avons appelé Fabrique ta cité. Alors nous sommes très ateliers au Narbovia, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la fabrique et dans la main à la pâte et dans la construction ensemble, on y reviendra. Et donc dans Fabrique ta cité, on a interrogé cette question très romaine en général et à Narbo-Marsus, Narbonne en particulier, du remploi.
puisque nos amis les Romains étaient les champions du remploi pour des questions pragmatiques, de nécessité, de rareté de matériaux, de manière aussi d'incorporer les strates de la ville dans de nouvelles strates de la ville. Et c'est aussi grâce à cette question de remploi que nous avons une très belle collection lapidaire à Narbonne, puisque ces blocs lapidaires ont été conservés parce que remployés dans les différents remparts successifs qui ont protégé la cité romaine. Donc on est au cœur d'un sujet très contemporain, mais qui trouve une traduction historique, documentée, très précise, et qui a permis aussi de faire le lien avec nos collections, puisque sans ce remploi, nous n'aurions pas une très belle collection lapidaire à Narbonne. Donc on a construit cet atelier Fabrique ta cité pour les familles et qui a permis de réinterroger aussi cette question de l'urbanisme et de la cité. Comment on fait une cité, comment on vit ensemble, comment on organise cette cité pour qu'on puisse vivre ensemble. Et nous sommes dans un quartier en périphérie de Narbonne, qui est aussi un quartier qui est en complète réinterrogation, recomposition, pour recréer du lien entre la périphérie et le centre. Et nous, musée, nous sommes à la jonction, à cette frontière. Nous ne sommes pas, par exemple, sur le plan du centre-ville. Alors ça nous pose des petits problèmes pour que les publics nous trouvent, mais c'est intéressant puisque nous faisons acte de frontière, mais nous faisons acte de connexion. Donc il y a tout un travail aussi de transport doux, de moyens de donner accès au musée dans le cadre de cette requalification de l'entrée est de Narbonne. Je ne vais pas aller plus loin sur cette question, mais ça nous a permis d'aborder la problématique de l'urbanisme et la problématique aussi de faire cité, donc faire société. Et donc ça a très bien fonctionné aussi autour de cette exposition. Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, je vais juste vous parler des narbophilos. Donc on a aussi construit avec l'Université populaire de Narbonne, et Michel Tozzi, qui était un des pionniers dans les cafés philo qui ont été lancés il y a 20 ans, un partenariat les dimanches de gratuité, c'était l'accord entre nous, où nous créons des rencontres, donc des narbophilos. Alors pour l'instant, d'abord pour adultes, mais très vite au printemps, ce sera des narbophilos familles, à partir desquels on aborde des questions transversales, bien sûr en connexion avec nos collections, mais qui vont bien au-delà et qui interrogent notamment la question de la trace, de la mémoire, du temps, du corps, etc. Et ces narbophilos fonctionnent très bien puisque maintenant nous refusons du monde. Et donc nous sommes en train de nous demander si nous n'avons pas créé 2 narbophilos les dimanches de gratuité. Donc tout ça pour vous dire que ces questions d'articulation entre un musée, et je reviens sur cette question de l'utilité du musée et de sa dimension intégrée et intégrante dans la cité, me paraissent un axe de travail fondamental. Merci Anne Lamal. Alors Agnès Parent au Muséum, vous êtes engagée, vous pensez qu'il faut s'engager dans les défis environnementaux et y répondre? Alors, le muséum, de par sa thématique, évidemment au cœur de tous ces enjeux contemporains, et notre réflexion tourne autour de comment accompagner le maximum de nos concitoyens dans cette transformation sociétale, environnementale, et comment donner des pistes de réflexion sur les défis à relever. Alors, il y a un peu 2 mouvements. Il y a évidemment toutes les actions qu'on peut mener sur nos sites, que ce soit à travers nos expositions, même s'il ne faut pas tomber non plus dans l'éco-anxiété, qui est vraiment aussi un vrai souci. Donc, comment parler de ces sujets-là, comment parler de biodiversité et de son érosion à travers nos expositions. Donc, on fait tout un travail là-dessus, en étant dans cet équilibre sur parler de biodiversité et à la fois parler des questions aujourd'hui qui posent vraiment problème. On a le musée de l'homme également dans cette galaxie des différents sites du muséum qui s'articule, dont le permanent s'articule quand même autour de 3 questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et qui reste complètement contemporaine aujourd'hui et qui s'accompagne de tout un panel d'expositions justement qui approfondit chacun de ces thèmes. Et ce qui est intéressant, c'est quand on avait conçu ce projet du Musée de l'Homme, en phase de conception, on avait justement mis en place des focus group pour répondre aux attentes, parce qu'encore répondre aux attentes, encore faut-il les connaître. Et c'était tout à fait intéressant, et ça ces focus group et leur retour pour justement penser, intégrer cette réflexion qu'attendent nos visiteurs de cette rénovation et à quelles questions ils souhaitent qu'ils répondent. Le deuxième mouvement va plutôt, c'est comment on va vers la société. Et ça, je pense que le muséum aujourd'hui, à travers son président, Bruno David, que vous avez sûrement entendu sur les ondes, comment on va vers la société pour parler de biodiversité,
pour parler de tous les défis qui nous entourent. Là, on est en plein COP15, hein, qui passe malheureusement un peu trop sous les radars aujourd'hui, mais qui est quand même un moment international fondamental pour notre avenir à tous. Donc comment on s'engage justement à travers évidemment une communication importante dans les médias, à travers l'élaboration de podcasts, on a développé des podcasts, à travers notre communication sur les réseaux sociaux, mais on y reviendra peut-être, ou à travers l'édition de livres, et entre autres, nous, on a toute cette série de manifestes que vous devez connaître, la dernière étant Aux origines du genre, ou comment justement on développe ce que la science et la recherche en cours peuvent aujourd'hui nous dire sur l'ensemble des questionnements qui traversent la société. Merci. Pierre-Emmanuel Le Cerf, vous dites que vous faites résonner les collections du 19e avec les questions sociétales actuelles. Oui. Alors, avant de répondre à cette question de l'engagement ou de la résonance de nos collections avec les thématiques contemporaines, je voudrais juste revenir à la question initiale qui était répondre aux attentes des publics. Il me semble qu'il y a 3 étages dans la réflexion pour pouvoir répondre à cette question. Le premier étage, il est important, c'est que pour mieux répondre aux attentes du public, il faut non seulement connaître les publics, il n'y en a pas qu'un seul, il n'est pas monolithique dans un musée comme celui d'Orsay ou celui de l'Orangerie, et de mieux connaître leurs attentes. Et pour cela, nous bénéficions dans notre établissement d'un observatoire des publics qui nous permet de suivre sur une année à peu près 9000 répondants, qui nous permettent de savoir quel est leur niveau de satisfaction par rapport à l'offre muséale que nous leur proposons ou à l'expérience muséale que nous leur proposons, et nous sommes en capacité de segmenter ce public et donc de mieux le connaître. Qu'est-ce que cet observatoire des publics a dit en 2022, année de reprise, comme vous l'avez souligné, année de reprise de la fréquentation? C'est que sur les 8 premiers mois de l'année, donc les 2 premiers quadrimestres, sur les 15% de public que nous avions perdus par rapport à 2019, la moitié de ces 15% était le public français. Et c'est assez contre-intuitif. On aurait pu penser, le public asiatique, nous l'avons perdu puisqu'il ne peut pas se déplacer. Une partie du public transatlantique, du public américain, est naturellement pas encore revenu complètement en Europe. Mais le public de proximité, le public français, lui, va revenir au musée d'Orsay, au musée de l'Orangerie. Ce n'est pas entièrement le cas. Et donc c'est cette première base qui nous a permis de développer notre réflexion sur la priorité du musée, en tout cas celle fixée par Christophe Léribaud, qui est la reconquête du public français et du public francilien. Donc le premier étage, c'est vraiment la connaissance de notre public et la connaissance quadrimestre par quadrimestre. Le deuxième étage, et il est majeur, pour répondre aux attentes du public, c'est de répondre à la question de l'accessibilité financière. C'est un point que l'on n'aborde pas encore ici, mais qui est d'une actualité brûlante. Avec une inflation à 6-10% dans l'économie, quel est le prix du musée? Nous avons fait le choix, dans notre établissement, en 2022, et afin de reconquérir le public français et francilien, de baisser le prix sur la nocturne du jeudi, qui est passé de 14 € à 10 €. Le résultat, sans même parler d'engagement ou de réponse à des problématiques sociétales, c'est que nous avons doublé le public sur ces nocturnes-là. Donc en termes d'attente, je pense que l'attente d'un service public muséal accessible pour certaines catégories de population est majeure. Et le troisième sujet, vous l'avez évoqué, c'est la réponse aux questions ou aux angoisses d'ailleurs contemporaines. Il a été mentionné l'exposition Le Modèle Noir. On pourrait également parler de Rosa Bonheur, qui fait écho par sa peinture à de nombreuses questions contemporaines, la question de la reconnaissance des femmes parmi les artistes, la question du traitement de la nature, du traitement de l'animal comme objet à la fois artistique et objet à protéger. Je parle en termes artistiques. Ce sujet des expositions, Christophe Léribaud souhaite que nous le traitions également dans les collections permanentes. Donc faire résonner des thématiques à la fois du 19e siècle et du 20e et 21e siècle dans nos collections, c'est le nouveau chantier. Aborder le 19e siècle et tout ce qu'il a apporté à la modernité aujourd'hui ou au regard contemporain est un chantier qui va durer plusieurs années et ça répond à des attentes sociétales. Le deuxième sujet,
je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. C'est la question de la médiation et du numérique au sein du musée. Nous ne pouvons plus être un musée strictement physique. D'abord parce que nos deux musées n'ont pas de capacité d'extension physique. Donc une fois qu'on dit ça, on se projette forcément vers ce qu'il est possible de reconquérir en termes d'espace, et le numérique est vraiment une médiation intéressante en la matière. Et puis enfin, il y a la question de l'engagement. Nous passons toutes les décisions de nos deux musées à travers le tamis des questions sociétales majeures. Elles sont celles de l'environnement. Nous ne souhaitons pas être simplement l'acteur de la circulaire de la Première ministre demandant à ce qu'on réduise de 10% nos réductions énergétiques. Nous ferons 20% cette année. Et donc nous nous projetons vers du 40%. Nous devons faire résonner la voix ou les voix de la jeunesse, et nous devons, de manière générale, nous interroger sur les publics éloignés, ceux qui n'expriment pas leurs attentes parce qu'ils ne sont pas au musée. Ça, ce sont des choses qui nécessitent énormément d'efforts. C'est un peu le dernier kilomètre qui est toujours le plus compliqué à parcourir, mais sur lequel nous devons nous projeter dès maintenant, en phase de reconquête du public français et francilien, pour pouvoir répondre aux multiples attentes du musée. Je vous remercie, Émeric Perroy. Alors, au niveau de l'Isère, du département, avec 11 musées, comment répondez-vous à cette question? On y répond par différents moyens, effectivement. Bon, bien entendu, au niveau des 11 musées du département de l'Isère, on a 3 musées de société. Donc, c'est évident qu'on a des expositions qui expliquent, en quelque sorte, les grands sujets de société, avec toujours aussi la volonté de recul, de profondeur, comme on en parlait, qui est important. On est avant tout dans un musée. On n'est pas dans un lieu de, forcément, on va dire, d'un débat sur le temps court. Et puis, ce qui est important aussi, c'est finalement, sur certaines thématiques, d'aller justement sur des sujets de société. On a eu une exposition Amazonie où on a traité la problématique de la déforestation, mais on a traité aussi de la problématique de la colonisation, justement, et de l'image qu'on avait de l'Amazonie, qui, on le sait aujourd'hui, a bien changé, puisque l'Amazonie était un lieu très peuplé, autrefois, avant l'arrivée des colons. Donc on a justement cette faculté de pouvoir un petit peu changer le regard. On a par exemple le musée de la Révolution française, qui lui est essentiellement donc, à Visil, au château de Visil, qui est finalement sur la révolution des arts à l'époque de la Révolution française. À quel point les arts ont été changés, à quel point on a voulu changer de société, à quel point on a essayé de renouveler aussi les formes. Et donc ça, c'est important. Et bien sûr, le musée de la Résistance et de la Déportation, où là aussi, on a un gros travail sur les valeurs de la Résistance, également sur des questions contemporaines. Au-delà de ça, on a aussi des musées avec, qui sont, je n'ose pas dire des maisons des illustres, parce que c'est plus que des maisons des illustres, parce qu'il y a souvent des espaces d'exposition temporaire et un parcours permanent qui se détache un petit peu de du seul lieu de visite et du seul lieu d'habitation de l'illustre, mais qui sont très intéressants. On vient d'ouvrir le musée Champollion, et Jean-François Champollion est lui-même le fruit de l'histoire de la Révolution française. Avec son frère, il travaille sur les écoles mutualistes. Il est quelqu'un, on va dire, du siècle et de Lumière, avec une volonté d'universalité, et il sera ennuyé d'ailleurs par la Restauration quand la monarchie reviendra au pouvoir. Mais en tant que directeur de la culture et du patrimoine d'une collectivité territoriale, à l'échelon départemental, c'est-à-dire plus macro, on va dire, qu'une commune ou qu'une agglomération, ce qui est important aussi sur ces questions de société, c'est la question de la ruralité. Et on ne peut pas, j'aimerais ici porter peut-être lors de cette journée les questions de la ruralité, parce qu'on a besoin de musées dans les espaces ruraux. Enfin, on a besoin d'avoir des musées aussi qui soient à la hauteur, qui soient bien scénographiés, qui expliquent la question du patrimoine, qui sont souvent avec des micro-équipes. Là, ce n'est pas forcément des musées départementaux. Nous, on a une grosse force de frappe, on est un réseau. Mais je pense à d'autres musées qu'on a pu aider, et qui sont parfois des musées associés, et qui nous permettent justement d'apporter la culture, d'expliquer le territoire, d'expliquer ce que l'on trouve et les paysages. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Au-delà des sujets de société, il y a aussi
la question du maillage du territoire et que tout un chacun, on puisse découvrir, justement, je vais prendre un exemple, on a l'Alpe d'Huez, tout le monde connaît l'Alpe d'Huez, il se trouve qu'à l'Alpe d'Huez, il y avait des mines, les mines de Brande, qui sont sur le site d'Alpe d'Huez, qui sont à quelques mètres des stations, et il y a un musée, et on explique qu'au Moyen-Âge, les montagnes étaient très peuplées, et qu'on allait, bien sûr, y collecter les mines. Donc c'est tout ça qui est intéressant. Voilà. Merci. Après avoir écouté un peu les attentes des populations, on va maintenant faire entrer le public ou le visiteur au musée. On a deux questions que je vais regrouper en fait. Je vais regrouper, vous répondrez donc globalement à ces deux questions. La question numéro 2, c'était l'hospitalité au musée. C'est un très joli mot que je prends de Anne Lamal. Alors, l'hospitalité au musée. Le musée maison, chaleureux, convivial, généreux, ouvert, lieu pour se ressourcer, qui fait du bien, où l'on vient et revient, ce sont les termes que vous utilisez dans votre approche de l'accueil et de l'accompagnement du visiteur. Cette notion paraît fondamentale et je vous demanderai ensuite de dire comment vous l'abordez. La troisième question qu'on va lier, qui est la programmation et la co-construction avec le public. Vous dites aussi le musée doit être désirable, donner envie, être émouvant. Ce sont vos mots. Alors, la co-construction de la programmation avec le public est-elle nécessaire pour répondre à ces attentes et l'attacher au musée? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment la concevez-vous et comment la mettez-vous en œuvre? Voilà, je vous propose de répondre à ces deux questions dans le même ordre. On commence par l'expérience unique du musée. Oui, avec plaisir. En fait, c'est ces deux questions qui sont même plus que au nombre de deux. Difficile d'y répondre, mais schématiquement, c'est vraiment au centre de la question de la relation avec les publics. En fait, on s'est posé cette question avec l'équipe du Palais des Beaux-Arts de Lille il y a 10 ans, en se disant, au fond, qu'est-ce qui, demain, va justifier que je vienne au musée, dans un monde où il y avait déjà à 10 ans une omniprésence de l'écran, et donc un certain nombre de ressources, notamment les images des œuvres, la documentation autour des œuvres. Qu'est-ce qui fait que, notamment un jeune, aura encore une raison de venir physiquement au musée? Voilà. Et ils sont partis de ce constat. Et c'est quoi? C'est ce qu'on a qualifié, et là on va emprunter des termes au Resco Reference, au marketing, c'est l'expérience de visite, comme il y a une expérience client. Pardon d'utiliser ce terme, mais c'est cette expérience qui va faire au final, je vis un moment unique qui fait que je viens au musée, mais plus encore que je reviens. Voilà. Et tout ça, c'est un travail au long cours. C'est la question. Alors évidemment, il y a la collection, c'est le pilier, ce sont les piliers, c'est le socle autour pilier sur lequel on va construire toute cette politique des publics. La bienveillance, le confort, tout simplement le confort physique, le bien-être, on en a parlé déjà, mais aller même jusqu'au mieux-être, les questions de l'art-thérapie. Quelle place pour les nouvelles technologies? Elles doivent être présentes, mais elles doivent toujours avoir une valeur ajoutée par rapport aux œuvres. Voilà. Et donc c'est la multiplication de tous ces dispositifs, de cette attention réelle portée au public et à tous les publics, qu'ils soient néophytes ou qu'ils soient érudits, qu'ils trouvent toutes les formes de discours, quel que soit son niveau. Ensuite, vous aviez une deuxième question qui était celle de c'est bien beau de parler des publics, mais et c'est ce que Pierre-Emmanuel Le Cerf disait, il faut d'abord les connaître. Mais pour les connaître, il faut les écouter. Voilà. Et donc une des méthodes qu'on utilise, et ça a été cité par Agnès Parent, c'est la question du focus group, c'est-à-dire, c'est encore un terme de marketing, néanmoins c'est fort utile, on pourrait l'appeler comité d'usagers, sauf qu'il ne s'agit pas seulement de public du musée, mais de non-public. Il faut aller chercher les non-publics pour les interroger sur non pas ce qu'ils attendent, parce que pour eux c'est déjà une pratique qui leur est totalement étrangère, mais pourquoi ils viendraient finalement au musée. Et cette méthodologie qu'on a mis au point avec l'EDEC, donc la Grande École de Commerce lilloise, nous l'utilisons aujourd'hui sur tous les projets neufs en développement, y compris sur la conception au niveau des commissariats d'exposition. C'est-à-dire qu'on écoute des catégories de publics
pour savoir, avec une méthodologie assez normée, assez chronophage aussi, mais pour vraiment entendre les publics. Et lorsqu'on a un certain nombre d'éléments en fonction, puisque ces focus groups sont établis en fonction de l'âge, en fonction de l'origine, qu'on soit un expert des musées ou qu'on soit un total néophyte, qu'on soit public qu'on va aller chercher dans un centre commercial, par exemple, ou dans un hôpital, qu'ils puissent répondre à un certain nombre de questions, et ensuite on exploite. Et si vous avez des éléments récurrents, quelles que soient les catégories d'âge, vous pouvez vous en tenir compte et vous concevez vos outils en fonction de ces attentes des publics. Donc en fait, et la dernière phase étant celle dont vous avez parlé et évoqué, celle de la co-construction. Aujourd'hui, nous travaillons sur certains des contenus de médiation du public sont co-construits avec le public, soit avec des experts, mais dans un autre domaine autre que l'histoire de l'art, puisqu'il faut bien que l'histoire de l'art s'hybride pour avoir une pluralité de discours. Mais voilà, le focus group, c'est cette façon aussi de pas seulement écouter les publics, mais de co-construire avec eux des contenus. Et je pense que le musée de demain sera aussi un musée co-construit avec le public. Oui, c'est-à-dire que vous mettez en permanence en lien collection et public à tous les niveaux de la programmation. Anne Laval, hospitalité. Je ne peux qu'adhérer à tout ce qui vient d'être dit. Alors, hospitalité, alors ça vient, je reviens un petit peu en arrière, parce qu'on est tous traversés par les lieux que nous avons fréquentés. Donc, l'hospitalité, c'était au cœur du projet Pyramide, pour ceux qui ont travaillé au Louvre. Et on a beaucoup travaillé cette notion pour rendre le musée du Louvre justement plus hospitalier, où la visite du Louvre ne soit pas une épreuve de force ou une compétition olympique de résistance à la traversée de ses collections. Enfin, par ailleurs, j'adore le Louvre, hein, c'est pas la question. Mais il y avait vraiment cette question de l'hyperfréquentation et comment on crée un Louvre plus humain et plus accueillant qu'il ne l'était avec ces flux de visiteurs. Et la question n'est pas seulement de les réorienter, de faire en sorte qu'on ait une diversification des flux, parce que chacun a ses vocabulaires plus ou moins techniques. Donc là, on est dans la gestion de flux, mais pour recréer une rencontre en fait avec ces publics. C'est ce qui a aussi nourri le travail. Là, je fais un petit peu d'histoire ou mon archéologie des musées du Louvre-Lens, puisque on a travaillé le voisinage avec les publics, c'est-à-dire c'était des publics qui n'étaient pas encore des publics du Louvre-Lens, puisque le Louvre-Lens était pour eux un tas de boue, des nuisances quotidiennes et pas forcément le rêve de leur vie, ou en tout cas, ils n'en étaient peut-être pas encore très conscients. Donc il a fallu travailler à la rencontre de ces publics à Lens, ces publics lensois, ces publics qui n'avaient rien demandé et à qui on annonçait que le Louvre allait arriver dans le bassin minier. Alors ce qui est émouvant, c'est que le 5e anniversaire l'avait déjà montré, le 10e encore plus, c'est que maintenant, c'est clair, le musée est adopté par ses voisins et par ses visiteurs, mais il y a 12 ans, ce n'était pas du tout évident. Et donc on a travaillé ce voisinage et cette rencontre. Et pourquoi je raconte ça ? Parce qu'il ne suffit pas d'implanter un musée, il ne suffit pas d'ouvrir les portes, il ne suffit pas d'avoir des bâtiments absolument magnifiques, avec une lumière naturelle, avec un confort de visite qui a été conçu, pensé, notamment pour des questions d'acoustique, par exemple. C'est pas pour ça que les gens vont franchir le seuil. On a cette question de ces peut-être pas ce dernier kilomètre, mais en tout cas de freins et de blocages qui vont faire que pour certaines personnes, ce geste-là ne suffira pas. Et donc, j'ai envie de dire, pourquoi les gens viendraient au musée ? Eh bien, il faut essayer d'imaginer une rencontre et instaurer un dialogue et une conversation. Et ça vient aussi du fait qu'on est capable de sortir du musée. Donc je vais avoir une approche un peu paradoxale. Plutôt que d'attendre ou de faire en sorte que les publics entrent au musée, il faut peut-être aussi que le musée sorte de lui-même, sorte de ses habitudes, sorte de ses manières de fonctionner et sorte de l'implicite que la visite au musée ferait partie intégrante de nos vies à tous, ce qui est le cas pour certains et pas forcément le cas pour d'autres, mais ça peut le devenir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et pourquoi je parlais d'hospitalité ? Elle commence à l'extérieur, elle va se continuer à l'intérieur et on espère qu'elle va être suffisamment convaincante pour que les gens aient envie de revenir. Et on parlait de l'humain, enfin, c'est Anne-Solène Roland qui a beaucoup insisté ce matin, et je ne peux que abonder. Si l'expérience, comme vous disiez, au musée est réussie, c'est parce qu'il y a des gens dans les musées, et il y a les équipes d'accueil
dans les musées. Moi, j'ai beaucoup insisté pour avoir dans mon pôle l'ensemble du spectre de la relation au musée, c'est-à-dire accueil, médiation, programmation, communication. Donc avoir l'avant, après, enfin l'avant, pendant, après, pour être dans notre jargon, pour justement pouvoir faire en sorte que tout le monde soit dans cette relation au public et soit médiateur. Et ça va même au-delà parce qu'on travaille ça à l'échelle globale du musée, où chacun est amené à un moment ou à un autre à rencontrer les publics, notamment sur une programmation liée au métier du musée, qu'on appelle les coulisses du musée. Et ça peut se passer au musée, mais ça peut se passer aussi à l'extérieur du musée. Et donc, on travaille cette idée de la rencontre, du dialogue, de la conversation. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, j'ai été déjà convaincue parce que Lens avait montré que cette dynamique marchait, mais on a pu l'exporter dans le sud. Narbonne, c'est assez proche en termes sociologiques du bassin minier, le soleil en plus. On a beaucoup de gens qui n'ont pas de pratique culturelle régulière. On a cette problématique aussi de la ruralité dans l'Aude, qui est un département peu urbain. Et donc, on doit aussi faire en sorte d'aller à la rencontre dans les villages de publics pour qui Narbovia est un horizon très lointain, voire inconnu. Et donc, c'est tout ce travail en fait de tissage oui, vraiment de tissage de liens qui permet de proposer une expérience muséale réussie et surtout une expérience muséale qui se renouvellera. Alors j'en viens à la co-construction, qui est un mot à la mode. Alors évidemment, on y travaille aussi. On ne doit pas systématiquement co-construire, mais par contre, si on co-construit, on le fait vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un effet d'annonce où on associe plus ou moins les gens ponctuellement parce que ça créerait une dynamique plutôt de communication plutôt que de co-construction. Mais si on co-construit, on fait effectivement œuvre de laboratoire ou d'observatoire en commun. Donc nous, on a des publics qui sont des publics testeurs, donc même dynamique que ce dont parlait mon voisin, c'est-à-dire on a aussi une dynamique de focus group. On essaye de travailler dans la durée. Alors on est tout jeune, hein, on a 1 an et demi, mais on a démarré avant d'ouvrir quand même. Et on a notamment sur la question du handicap voulu associer les associations des différents types de handicap bien en amont. Parce que là, même si notre équipe elle est costaud, elle est bien formée, il était impensable de construire une offre à destination des publics qui ont des handicaps divers sans eux. Donc on s'est lancé dans ce chantier et au bout d'1 an, le 3 décembre dernier, on a fait une restitution de ce travail avec l'ensemble des associations. On s'occupe aussi beaucoup des handicaps invisibles, notamment les questions cognitives qui n'ont pas forcément toujours été bien accompagnées. Et donc on a fait une sorte de restitution professionnelle mais aussi festive avec l'ensemble de ces publics. Et ce sont ces publics qui vont nous aider à avoir notre stratégie et à déployer notre programmation autour du handicap. Et on fonctionne de la même façon avec les ados en public testeur à qui on a proposé des types de visites. Donc on a choisi leur clé d'entrée, c'est-à-dire par exemple le speed dating. Et donc on a créé des visites qui s'appellent Adopte un musée, qui crée en fait une rencontre, on est obsédé par la rencontre, une rencontre avec une œuvre ou un objet des collections, avec un médiateur qui joue l'intercesseur avec l'objet ou l'œuvre, et il y a un système de questions-réponses. Et c'est une manière qui a rendu moins impressionnante, moins intimidante la visite du musée, tout en délivrant des connaissances extrêmement fiables et structurées, mais sur un mode un tout petit peu plus décalé. Et on a testé cette visite, elle est plébiscitée. Donc maintenant, on a des jeunes publics qui construisent aux futures visites, notamment pour la nuit des musées, autour de ce modèle ou de ce format de rencontre avec les collections. Et je m'arrête là. J'ai X exemples du même tonneau, si je puis dire. Mais avant tout, c'est ce dialogue et cette conversation qui s'instaure, qui permet justement que la visite au musée, la rencontre directe au musée avec les œuvres et avec les gens qui les connaissent, qui a une certaine valeur rejetée par rapport à une relation plus virtuelle au lieu muséal. Vous me disiez notamment que vous cherchez à transformer systématiquement les primo-visiteurs en testeurs. Alors, pas systématiquement, parce que les pauvres, ce serait un petit peu mécanique, mais en tout cas, on les invite à prendre part, en fait, à l'histoire du lieu, et sur le mode du volontariat, on les invite finalement à venir avec nous réfléchir à comment ce musée va évoluer, se construire. Et dans cette perspective, on est en train de réfléchir à un comité des publics, au comité des usagers, qu'on n'a pas voulu monter tout de suite, parce qu'on voulait aussi éprouver, nous, ce lieu et avoir un petit temps d'expérience sur cette rencontre de nos publics. Et à fin 2023, début 2024, on devrait avoir mis en place ce comité des publics.
Agnès Parent, vous changez la représentation du muséum et vous accueillez le visiteur avant, pendant, après. Oui, si alors, on peut dire. Tout à fait. On va beaucoup se répéter. Je pense qu'on est une table de convaincus. Mais bon, juste, je voulais revenir sur cette question d'hospitalité et se dire, la table ronde s'intitule « Faut-il construire une nouvelle relation avec nos publics ?» Je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Mais la deuxième question qui doit y être associée, à mon avis, et qui transparaît dans ce qu'on dit, c'est comment nouer, établir une relation avec nos non-publics. Et je pense que l'ensemble des questions, que ce soit l'hospitalité ou faut-il aller vers du participatif, ou etc., doivent être travaillées avec ces deux questions en tête. Parce que ce n'est pas tout à fait la même problématique, mais si ça se rejoint. Alors évidemment, comme disaient mes collègues, cette question de l'hospitalité, ça rejoint aussi la question de l'inclusion, l'inclusive. Comment on est un musée inclusif au-delà de la question du handicap, mais comment on est un musée ouvert sur la société et sur toutes les composantes de cette société. Et c'est peut-être ce qu'il y a le dernier kilomètre qui n'est pas facile à traverser. Alors on peut travailler sur l'accueil, évidemment, sur l'accueil dans toutes ses dimensions, avant, pendant, après la visite. On est en train de lancer un grand chantier au muséum sur ce sujet-là. Comment on accueille les visiteurs, que ce soit évidemment, ça relève de la formation des personnels, ça relève de la signalétique, ça relève du mobilier aussi qui est plus ou moins accueillant, ça va relever de nos contenus, comment on parle à nos visiteurs sur les réseaux sociaux, sur les sites web, quel ton, quelle vision on donne de notre institution. Puis ça va aussi se poursuivre par après, comment on suit nos visiteurs, comment on leur donne envie de revenir. Bon, ça rejoint la question d'outils, de CRM, etc., mais tout ça, c'est un ensemble pour réfléchir à comment on accueille. Bon, alors maintenant, on accueille nos visiteurs, c'est bien beau, mais il faut que ce qu'ils trouvent au musée corresponde à leurs attentes, à leurs besoins, pour qu'ils fassent ce pas de venir. Alors évidemment, toute la communication qui est menée autour de l'institution est importante, mais quelque part, on ne peut pas parler d'hospitalité sans parler de programmation. Qu'est-ce qu'on offre à nos publics? Et si on souhaite être inclusif et faire venir une variété, un panel de publics, aujourd'hui, c'est notre questionnement, c'est qu'il faut mettre en vis-à-vis un panel d'activités qui correspondent à ce panel des publics et à ses attentes. Donc évidemment, on peut développer des expositions très grand public. Là, on va ouvrir une exposition sur les félins au muséum, qui est évidemment un sujet porteur, on va dire. On a une très belle exposition Art de la préhistoire au Musée de l'Homme, qui s'adresse aussi à une autre typologie de public. Et puis au muséum, on fait aussi des pas de côté. On teste de nouvelles choses. Là, on a le Festival des Lumières, 4e édition au Jardin des Plantes. Donc là, on est un peu loin des collections, mais on parle d'histoire naturelle sans rien lâcher, je dirais, à la rigueur scientifique. On parle d'histoire naturelle. Le sujet cette année, c'est ces mini-mondes, tous ces invisibles de la biodiversité qu'on ne voit jamais, dont on parle peu et qui sont fondamentales aujourd'hui dans le chaînon de la biodiversité. Donc voilà, on va faire des pas de côté, même si notre cœur de médiation, c'est la collection. On va tester de nouvelles activités et on voit que pour faire venir un autre panel de public, pour faire bouger ce curseur de la catégorie C++ qu'on a tous dans nos musées, ça peut fonctionner. C'est un premier pas. C'est un premier pas pour aller à l'encontre de cette barrière symbolique et autre qui est compliquée pour faire ce premier pas vers nos institutions. Et alors quand on parle de science, ça fait 2 pas à faire, la science et les musées. Donc voilà, donc tout ça, je pense qu'il y a un vrai travail à mener. Après, pour revenir sur votre question de participatif, ça fait partie du panel des actions qu'on peut mettre en œuvre justement pour répondre à certaines attentes de nos publics, même si ce n'est pas forcément le seul levier. On va avoir, prochaine réunion des directeurs de l'AMSI, cette question, faut-il aller vers du participatif à tout prix? Est-ce le seul levier pour engager nos visiteurs? Alors au muséum, évidemment, vous savez, on est pionnier parce que nous sommes aussi une nation de recherche en sciences et recherche participative. C'est encore une autre façon d'engager un public qui est déjà quand même un peu averti de nos sujets, mais qui va participer à la recherche. Donc ça, c'est encore une autre modalité pour engager nos publics vers ces questions d'histoire naturelle. Mais pour revenir sur les autres leviers, il ne faut pas oublier non plus le sensible, il ne faut pas oublier l'émotion, pour donner le goût, pour faire venir. Et le slogan du muséum, vous savez, c'est « émerveiller pour instruire ». Donc pour nous, c'est aussi important d'être dans ce registre-là. Et le plaisir est inscrit dans la loi musée, n'est-ce pas? Donc voilà, on a plusieurs leviers sur lesquels jouer. Je pense que aller tout à droite ou tout à gauche, ce n'est pas forcément ce qu'il faut le chemin à suivre si on veut aujourd'hui s'adresser à un panel de public avec des attentes très très variées.
Ce qui est intéressant, c'est une coïncidence. En 2022, nous ne célébrons pas seulement les 20 ans de la loi Musée, nous célébrons les 20 ans de la loi sur la démocratie sanitaire, qui se posait les mêmes sujets, de la place de l'usager, du patient dans les hôpitaux, comment on l'écoute, comment on le fait participer à une gouvernance, comment on l'accueille. Donc je dis que cette table ronde a fait écho à d'autres tables rondes organisées dans d'autres lieux. Tout ce qui a été dit, je pense qu'on peut le reprendre pour le compte de l'établissement des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Juste 3 choses sur la politique de l'accueil. Pour nous, il y a 3 priorités qu'on peut résumer de la manière suivante. 1, il faut que le public ne se perde pas. 2, il faut qu'il ne se fatigue pas ou se fatigue le moins possible. 3, il faut qu'il se sente familier des lieux ou qu'il se sente bien. Et ce sont 3 types d'actions différentes. Ne pas se perdre, c'est un vrai sujet dans le musée d'Orsay, pour le moins. Et c'est un enjeu majeur de signalétique pour lequel on investit beaucoup d'argent. Ne pas se fatiguer, être un vrai enjeu quand on attend pour une partie du public 1h30 déjà sur le parvis du musée, avant de pouvoir entrer, de pouvoir déposer ses affaires au vestiaire, puis de réattendre pour pouvoir entrer dans l'une des 2 expositions temporaires. Donc on a un enjeu de réduction du temps d'attente, qui est un temps d'angoisse au passage, d'insatisfaction, avec 2 très gros projets pour nos musées. Un projet ici de désengorgement de l'accueil et un autre projet à l'Orangerie qui permettra d'absorber plus rapidement un public plus nombreux. Et troisièmement, se sentir familier, c'est un enjeu plus compliqué parce que ça passe par une multitude d'actions. Mais c'est se sentir bien en pouvant se reposer dans le musée, en pouvant connecter son portable et le recharger, en ayant cette attention au quotidien des usagers que l'on n'a pas nécessairement quand on pense à un parcours muséal pour les visiteurs. Un des axes très importants pour Christophe Le Ribaud, c'est de pouvoir être accueilli en ayant tout de suite une image de ce qu'était le musée et le monument, y compris dans son histoire, donc se familiariser très vite avec l'édifice, qui est un des motifs de visite, et puis pouvoir, à certains moments de son parcours, s'asseoir, se reposer, expérimenter avec des outils numériques et de médiation d'autres questions, d'autres facettes du musée. Ça fait vraiment partie de la familiarisation avec le musée. Avec à chaque fois pour nous la nécessité d'appréhender différemment l'enfant et la famille du reste du public. Et donc on a une politique à l'égard de l'enfance où on joue sur nos 2 atouts que sont nos 2 musées, à savoir l'Orangerie qui est un musée plus intimiste qui peut accueillir les familles avec des plus petits enfants et puis des enfants à partir de 6 ans qui peuvent être accueillis à Orsay. Et on souhaite que l'ensemble du musée, notamment à travers les cartels, puisse être accessible aux enfants. La question du participatif, elle est intéressante parce que comme plusieurs d'entre nous l'ont souligné, nous n'allons pas ou nous ne devons sans doute pas aller vers du tout participatif. Ça n'aurait pas de sens. Nous restons un offreur d'une politique culturelle avec un regard, une vision à travers les expositions ou les collections permanentes. Donc le participatif, nous on le fait également jouer à travers les focus group, beaucoup sur l'expérience visiteur. On a fait toute une étude sur les familles pour savoir qu'est-ce qui les intéressait en termes d'offres, et on a vu notamment que ce qui les intéressait, c'était la régularité de l'offre. Se dire, moi je vais au musée en me disant qu'est-ce que je peux faire samedi, et pas qu'est-ce que je peux faire pour faire dessiner mon enfant pour le faire jouer. C'est donc une approche différente. Donc le participatif marche pour améliorer l'expérience visiteur. On a aussi du participatif à travers la jeunesse. On vient de signer une convention avec l'Institut de l'engagement pour qu'on puisse tester des idées avec des jeunes qui sont par ailleurs pas des jeunes forcément intéressés par les musées, mais qui sont des jeunes qui sont intéressés par la question de l'engagement. Et donc du coup, ils vont répondre de manière très proactive à nos questions et sur notamment comment on peut parler du 19e siècle ou du tournant du 20e siècle à une population qui est née après l'an 2000. Et puis on réfléchit à du participatif, plus participatif que cela, donc où on a un public qui peut être même en proposition de solutions, mais pour l'instant, on le réserve plutôt à la sphère numérique, parce que les codes du numérique sont nativement participatifs. Et donc un musée qui se projette dans un univers digital doit prendre les codes, que ce soit d'un public extrêmement expérimenté sur le plan du digital, des geeks, jusqu'à un public
familiers, mais pas non plus codeurs pour autant. Et là, on sent qu'on doit faire participer le public à une forme de construction, si ce n'est d'un musée, au moins d'un parcours. Le musée, lieu de ressourcement? L'hospitalité. La première hospitalité, quand on a des amis, c'est qu'on ne les fait pas payer. Donc le département de l'Isère a tous ces musées gratuits, que ce soit pour les collections permanentes ou pour les expositions temporaires. Non, c'est facile à dire. Et puis, je ne veux pas relancer toute la problématique de la gratuité ou pas, parce qu'on pourrait avoir un débat là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a vu les bienfaits et heureusement, on n'est pas allé en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On a la chance d'avoir des élus très investis sur la culture et un président très, très investi. Et donc, on ne boude pas notre plaisir. Sur la question de l'hospitalité, moi, je pense, alors on le dit beaucoup, c'est une question d'expérience. Le musée, oui, est une expérience comme un autre lieu. Et c'est une expérience et une rencontre avec une œuvre ou avec des œuvres. On a tous fait, on est tous des consommateurs de musées plus. Et on sait très bien que quand on va dans un nouveau musée, il y a 2 ou 3 œuvres qui vont nous interpeller, qui vont nous intéresser. Et les autres, on va les regarder, mais on va passer assez rapidement. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des musées départementaux qui sont à chaque fois dans des lieux patrimoniaux de premier ordre, avec vraiment une âme, avec des strates justement sur l'archéologie du bâti et autres qu'on ne cache pas, bien au contraire, et avec des espaces très différents. C'est-à-dire en même temps des espaces intimes et des espaces, je vais me dépêcher peut-être, des espaces donc, qui laissent le temps de regarder l'œuvre, de se sentir bien avec le lieu. Autre point aussi qui est une spécificité des musées départementaux, c'est qu'à chaque fois, il y a un parc ou un jardin, ou tout du moins le grand paysage avec les Alpes. On voyait tout à l'heure une intervention d'un artiste, enfin Johan Bourgeois, devant le Charmençon en Chartreuse. Et ça permet justement d'avoir ce lien entre, premièrement, le dedans et l'extérieur, d'attirer aussi des publics qui ne seraient pas forcément naturellement attirés vers le musée, et justement de leur proposer aussi l'histoire du parc, la question patrimoniale, la question de l'architecture. Et donc ça fait partie aussi de nos points forts d'hospitalité. Sur la question de la co-construction, j'ai envie de dire que je suis directeur de la culture, un endroit carrefour, tout simplement. Et on est beaucoup dans la collégialité. Donc les conservateurs travaillent, les responsables des musées travaillent beaucoup avec également les plutôt conseillers spectacles vivants, avec le patrimoine, avec les archives, avec la médiathèque départementale. Et on essaye comme ça d'avoir une meilleure vision, et on a des chargés de développement culturel qui sont sur les territoires. Et donc, c'est-à-dire qu'ils font un travail justement de voir avec les associations. On a plus de 1500 porteurs de projets qui sont subventionnés au niveau de la direction de la culture. Et donc, c'est un moyen justement d'avoir aussi du participatif. À chaque exposition, on regarde les partenariats qu'on peut avoir avec des associations qui ne sont pas forcément des associations auxquelles on penserait au début, parce que ce n'est pas forcément des associations scientifiques ou autres, mais elles peuvent être aussi le relais et elles peuvent apporter aussi des éléments, et elles font partie parfois du comité scientifique sur l'exposition, ce qui permet justement d'arrimer en quelque sorte la thématique et le musée aussi dans la population et ses acteurs. Merci, on me fait signe qu'il nous reste 2 minutes. Alors, on va passer à la question sur la jeunesse, c'est là qui est essentielle, en vous demandant de répondre brièvement, mais de façon dense. Alors, parmi les publics, construire une relation durable avec la jeune génération pour qu'elle s'approprie le musée apparaît vital pour l'avenir du musée. Comment construire cette relation durable entre présence virtuelle via le numérique et réelle au musée? On va faire dans l'ordre. Est-ce que je déflore le premier sujet? Alors, très, très rapidement, on est tous d'accord que, et la loi le stipule, que nous devons parler au plus grand nombre. Donc la question, c'est comment? Et plus encore, je dirais, c'est
jusqu'à limite nous nous fixons dans ce domaine. Je parle particulièrement en tant que responsable d'un musée des Beaux-Arts, où il y a objectivement une forme de sacralisation de l'œuvre d'art, et où on ne s'autorise pas certaines choses. Donc la question, c'est jusqu'où pousse-t-on le curseur? Et on a choisi, il y a déjà quelques années, mais l'image permet de comprendre, j'avais choisi 2 exemples, j'en choisirai qu'un, qui est donc cette opération qu'on appelle l'Open Museum, et qui est une invitation à une personnalité complètement décalée, en tout cas qui n'est pas attendue dans un musée des Beaux-Arts, de dialoguer véritablement avec les collections permanentes et le bâtiment. À charge pour lui, d'ailleurs, c'est la seule contrainte que nous fixons, c'est de vraiment promener le visiteur dans l'ensemble des collections. C'est-à-dire que le visiteur, qui va effectivement être plutôt un jeune, à presque 70 ou 80%, comment on va l'amener à déambuler dans le musée et à lui faire perdre cette timidité, et que peut-être au bout d'1 ou 2 ou 3 Open Museum, il viendra au Palais des Beaux-Arts, non pas pour voir un Open Museum, mais pour voir enfin les collections permanentes. Donc voilà comment jusqu'on pousse. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le premier invité, ça a été un groupe de musique électronique, le groupe R, qui pour la première fois au monde a composé une bande originale en fonction des œuvres et du musée, diffusée dans les salles, pas sous casque, diffusée dans les salles. Vous imaginez toutes les objections qu'il y a pu y avoir aussi au sein des équipes, en interne. Donc voilà, cette question, et je m'arrête là, c'est jusqu'où nous poussons le curseur pour avoir des résultats. En l'occurrence, l'Open Museum, nous sommes arrivés, certains week-ends des premières éditions, montés jusqu'à 90% de primo-visiteurs. Voilà, donc ça veut dire qu'on pousse le curseur loin sur une proposition qui est peut-être pour certains de mes collègues pas acceptable dans un musée, mais néanmoins, on prend la décision, on assume d'aller jusque-là pour véritablement rajeunir le public. Et je termine en disant qu'il n'y a pas que les jeunes dans les musées, et que j'ai souvent été accusé de faire du jeunisme, alors que je ne suis pas si jeune que ça. Alors, puisqu'on n'a que 2 minutes, alors je ne vais pas vous parler de notre programmation jeune public en détail. Je vais prendre 3 exemples. Un exemple à destination du public scolaire. Donc, évidemment, on a une offre scolaire assez riche et variée, mais on essaye de privilégier le temps long. Donc, 2 projets. On a travaillé dans le cadre de Main à la pâte un travail sur la carpologie qui a été primé récemment avec un collège de Port-la-Nouvelle. Et donc, le temps long est très important aussi pour créer le lien avec ces jeunes publics. Et une résidence croisée d'archéologues dans un collège, le collège Victor Hugo, qui a le bonheur d'avoir été construit sur le Capitole de la ville romaine. Donc l'INRAP a été présent pendant 3 ans dans ce collège avec un principal incroyable qui a dit « Allez-y, vous pouvez défoncer les cours du collège, il n'y a aucun problème ». Et l'ensemble des élèves de 6e ont participé à ces résidences archéologiques. Et sur 4 ans, ils étaient en 3e, et en 3e, le musée ouvrait. Et donc ils ont fait un film. Et ils sont devenus les médiateurs des chapiteaux ou des bases de colonnes qui ont été trouvées dans leur collège. Donc ça a été une expérience assez fascinante, ce qui permettait aussi à ces jeunes gens d'être les médiateurs pour leurs parents. Et on est dans un collège relativement zone sensible, donc tout ça a été extrêmement porteur. Ensuite, sur les publics adolescents, évidemment, la question du numérique revient comme, on va dire, un leitmotiv. On a un Fab Lab qu'on a développé avec la politique de la ville du Grand Narbonne, où on fait venir des jeunes gens de quartiers relativement défavorisés à travers le prisme du numérique. Et on les a associés via l'initiation à des imprimantes 3D à la création de notre galerie tactile. Donc ça veut dire qu'on croise des projets et on croise les approches. Et dernière chose, pour nos jeunes publics, alors nous on est gratuit jusqu'à 26 ans, donc on a des jeunes adultes au musée et on a des jeunes futurs guides conférenciers, et donc on fait rencontrer ces jeunes futurs guides conférenciers qui sont à l'université de Perpignan, avec qui nous sommes en partenariat avec ces jeunes adultes autour des arts vivants. Et donc on n'a pas vraiment parlé parce qu'on avait cette question des partenariats. Et donc nous, on est un musée très musical, très théâtral et très dansé, ce qui permet à ces publics aussi d'avoir un accès au musée à partir de certaines pratiques qui leur sont plus familières que d'autres. Et je m'arrête là. Alors je vais essayer de faire bref, même si justement pour le muséum, la jeune génération va être celle qui va devoir vivre avec les transformations profondes que nous subissons et qui va devoir continuer à relever les défis sociétaux, environnementaux, etc. que nous traversons. Donc pour le muséum, et à travers son projet scientifique et culturel, s'adresser aux habitants de demain est fondamental. Alors maintenant, la jeunesse est plurielle. Il y a l'étude d'Olivier Galland et Marc Lazare sur cette jeunesse plurielle. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une grande diversité, comme dans la société,
cette jeunesse. Et là, on parle des jeunes adultes, mais on peut aussi parler, évidemment, ça peut être plus large. Donc il y a un peu deux axes, les faire venir. Je crois qu'il y a deux mouvements, les faire venir et aller vers. Et dans quelques exemples, pour les faire venir, c'est vrai qu'on fait aussi des pas de côté par rapport à une programmation habituelle. On a développé, présenté l'année dernière une exposition qui s'appelait Sensory Odyssey, l'Odyssée sensorielle, qui était une expérience immersive justement pour essayer d'atteindre ce public-là. On est en train de programmer une exposition en réalité virtuelle, en groupe, justement, qui permettra de parler de l'histoire de la vie. Donc on essaye aussi d'aller vers ces nouvelles expériences qui attirent aussi ces jeunes publics. Et en parallèle, évidemment, mener tout un travail pour aller vers, à travers les réseaux sociaux, et tous ces réseaux, quels qu'ils soient, qui permettent justement d'atteindre cette cible-là. Et là, je reviens au métier de ce matin, parce que la médiation est un véritable métier, mais la médiation recouvre une variété de savoir-faire et de métiers. Et on l'a tous testé pendant le Covid, s'adresser, produire des contenus, ok, mais comment on fait pour que ces contenus atteignent leur cible? Et ça, aujourd'hui, on a tous besoin d'aller vers des vrais professionnels sur ces sujets-là. Donc on est dans cette démarche-là, évidemment, à travers nos podcasts, à travers une malle pédagogique qui va être bientôt développée pour les scolaires, et à travers une série vidéo aussi, mais qui est vraiment spécialement conçue pour atteindre sa cible. Alors maintenant, juste pour finir aussi, pour répondre à la question, aller vers, c'est aussi mettre des partenariats en place. Là, on a un très joli partenariat triannuel dans une politique hors les murs avec la ville de Saint-Ouen, où c'est dans un double mouvement, c'est-à-dire aller vers, mais faire venir. Ils ne sont pas très loin, c'est facile. Donc aussi comment on met en place avec des partenaires départementaux, etc., ou autres, ou là, municipaux, pour justement mettre en place des partenariats dans ce double mouvement. Et je pense qu'il faut toujours rester dans cette optique, aller vers et faire venir. Et je pense que si on y arrive, c'est un peu aussi le défi à relever, surtout auprès de ce public jeune. D'abord, la politique des dernières décennies, elle a produit des résultats positifs sur la jeunesse. On a 25% de notre public qui a moins de 26 ans, on n'a que 230 000 scolaires par an, et on sait par nos études que le 19e siècle parle encore aux jeunes. Donc ça, ce sont des résultats positifs. Après, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? On doit faire beaucoup de choses en plus. D'abord, déjà, travailler sur les deux extrêmes de la jeunesse. Je ne sais pas comment vous la définissez, mais déjà, nous, travailler sur les 0-6 ans, qui ne sont pas ou peu présents dans notre musée, alors qu'on sait que le développement cognitif, tout ce qui est lutte contre les inégalités de destin, se joue à ce moment-là, quelle que soit la classe sociale à laquelle l'enfant est rattaché. Et puis, il faut travailler au public qui sort de la gratuité, celui qui a plus de 26 ans et qui est encore jeune, et à qui nous devons maintenir une forme de fidélité à l'égard du musée. Et après, en termes de méthode, le fait d'activer ce public jeune qui aime être actif, c'est important pour nous. On a parlé d'écouter la voix des jeunes pour voir comment le musée se transforme. Nous avons par ailleurs, nous commençons à développer beaucoup de partenariats avec les écoles qui peuvent être des écoles artistiques, les Gobelins par exemple, ou d'autres. Donc tous ceux qui s'intéressent au métier du musée, les rendre acteurs du musée, les faire participer à l'ensemble de nos projets. Je pense que cette jeunesse-là doit être également maçonne de nos futurs musées. Merci pour conclure. Oui, alors très très rapidement du coup, si j'ai le temps. Oui. Le son n'est pas encore coupé. Non, très rapidement, bien entendu, on fait beaucoup de choses aussi pour les jeunes publics et je suis d'accord, beaucoup de choses ont été faites et on voit que ça porte ses fruits. Notamment sur les collèges, on a le Pass Isérois citoyen où à chaque fois c'est la rencontre de 3 acteurs, que ce soit l'équipement culturel, une compagnie ou un artiste et également une classe. Et du coup, on arrive à faire de grandes choses. Une grande fête d'Halloween au musée archéologique Saint-Laurent où on travaille beaucoup plus sur l'anthropologie. Donc vous imaginez qu'avec des squelettes de partout, c'est le meilleur lieu pour fêter Halloween à Grenoble. Et puis on joue aussi, bien entendu, à différents moments sur des clins d'œil. On avait une exposition sur Jean-Claude Golvin, justement, au musée Champollion. Et on a terminé l'exposition par Assassin's Creed, qui permettait du coup de faire le lien, puisque Jean-Claude Golvin a permis de recréer en quelque sorte des dessins
des décors qui sont, on va dire, à peu près scientifiquement vrais, si je peux dire comme ça. Merci, il nous faudra un quart d'heure de plus, mais on ne les a pas. Hein. Pourtant, le sujet du public... Merci René pour cette modération. Ne bougez pas, on va vous garder un petit peu. En fait, comme on le pressentait en guise de pause, je vous propose 2 ou 3 questions. Il y a des micros en salle. Manifestez-vous s'il vous plaît. Sachant qu'on a entendu la table ronde introductive, la table ronde projet scientifique et culturel et la table ronde publique. Si on est équitable, on en prend une par table ronde à ce stade. Alors, qui aimerait poser une question? C'est le moment. Il n'y a aucune question. Tout est limpide. C'est un plaidoyer pour la pause, me dit Anne-Solène Roland. Eh bien, écoutez, qu'à cela ne tienne, il est moins le quart passé, peut-être un petit quart d'heure de pause, et je vous propose d'être là à 16h pour écouter la table ronde modérée par Claire Chastanier. Merci beaucoup.